Quelque chose m'a frappé il y a plusieurs années, lors d'une conversation avec un homme d'affaires que j'avais rencontré dans un séminaire à Chicago. Cet homme gagnait environ 80 000 dollars par an, un salaire respectable, une belle maison, une voiture récente. Et pourtant, il m'a confié quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit, Brian, je ne sais pas où va mon argent. Chaque mois, il disparaît. Et j'ai peur. Cet homme n'était pas irresponsable. Il n'était pas stupide. Il travaillait dur, il aimait sa famille, il voulait réussir. Mais personne ne lui avait jamais appris les règles fondamentales de l'argent. Personne ne lui avait expliqué comment fonctionne réellement la richesse. Et cette ignorance lui coûtait, chaque mois, chaque année, une fortune silencieuse. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est ce que j'aurais voulu lui dire ce jour-là. C'est ce que j'aurais voulu qu'on m'enseigne à 20 ans, avant des décennies d'apprentissage par essai et erreur. C'est un plan simple, concret, applicable dès aujourd'hui, quel que soit ton salaire, quel que soit ton point de départ. Et je veux être honnête avec toi, dès le début, ce plan n'est pas magique. Il ne te rendra pas riche du jour au lendemain, mais si tu l'appliques avec constance, si tu l'intègres dans ta façon de penser et d'agir, il peut transformer radicalement ta situation financière en quelques années. Pas en quelques semaines, en quelques années. Et c'est précisément là que réside toute la différence entre les gens qui construisent une vraie richesse et ceux qui restent coincés dans le cycle de l'inquiétude financière. Alors installe-toi confortablement, œuvre ton esprit, et soyons honnêtes ensemble pendant la prochaine heure. Voici ce que j'observe depuis des décennies en travaillant avec des centaines de milliers de personnes sur tous les continents. La grande majorité des gens ont une relation profondément confuse avec l'argent. Ils le désirent intensément, mais ils ne l'étudient jamais vraiment. Ils veulent être riches, mais ils imitent les comportements des gens qui restent pauvres. Ils rêvent de liberté financière, mais ils prennent chaque jour des décisions qui les en éloignent. Ce n'est pas leur faute, c'est le résultat d'une éducation qui a complètement échoué sur ce sujet. Dans nos écoles, on apprend les mathématiques, l'histoire, la littérature. On n'apprend pas comment gérer un salaire. On n'apprend pas ce qu'est un actif par opposition à un passif. On n'apprend pas pourquoi certaines habitudes financières mènent à la richesse et d'autres à la pauvreté. Alors les gens grandissent en copiant ce qu'ils voient autour d'eux. Ils copient les habitudes de leurs parents. Ils copient les comportements de leurs amis. Ils absorbent les messages de la publicité qui leur dit que dépenser est synonyme de bonheur, que consommer est synonyme de succès. Et ils arrivent à 40, 50 ans avec presque rien de côté, en se demandant comment c'est possible. J'ai travaillé avec un entrepreneur au début des années 2000. Il avait fondé une entreprise de services qui générait des revenus significatifs. Mais chaque fois que ses revenus augmentaient, ses dépenses augmentaient exactement dans les mêmes proportions. Nouvelle voiture, maison plus grande, vacances plus luxueuses. Il vivait ce que les économistes appellent l'inflation de style de vie. Et à chaque hausse de revenus, il se retrouvait exactement au même point, sans épargne, sans investissement, sans filet de sécurité. Ce phénomène est l'un des plus destructeurs dans la vie financière des gens, parce qu'il donne l'illusion du progrès. On gagne plus, donc on se dit qu'on réussit. Mais si on dépense tout ce qu'on gagne, peu importe le montant, on reste vulnérable. On reste à un accident, à une maladie, à une perte d'emploi de la catastrophe financière. La première vérité que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est celle-ci. Le montant de ton salaire n'est pas le facteur déterminant de ta richesse. Ce qui détermine ta richesse, c'est la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, multiplié par le temps. Lis cette phrase encore une fois dans ta tête. La différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses, multiplié par le temps, c'est tout. C'est la formule complète. Tout le reste n'est que détail. Des études ont montré de façon répétée que des gens gagnant des salaires modestes, 30, 40 000 euros ou dollars par an, peuvent accumuler des fortunes considérables sur une vie entière, simplement en appliquant cette formule avec discipline. Et des gens gagnant des centaines de milliers par an peuvent finir leur vie dans la pauvreté parce qu'ils ont ignoré cette même formule. L'argent ne respecte pas les titres. Il ne respecte pas les diplômes. Il ne respecte pas les intentions. Il respecte les habitudes. Parlons maintenant de la mentalité. Parce que tout commence là, avant les stratégies, avant les outils, avant les comptes d'épargne et les investissements. Il y a la façon dont tu penses à l'argent. J'ai eu le privilège de rencontrer et d'interviewer des centaines de millionnaires au fil des années. Des gens qui avaient construit leur fortune de zéro, souvent en partant de situations difficiles.
Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que leur façon de penser à l'argent était radicalement différente de celle de la moyenne des gens. Quand une personne ordinaire reçoit son salaire, sa première question est « Qu'est-ce que je peux m'acheter ?» Quand une personne riche reçoit son argent, sa première question est « Combien puis-je mettre de côté et où vais-je le faire travailler ?» C'est une distinction simple, mais elle change tout. La personne ordinaire voit l'argent comme quelque chose à consommer. La personne riche voit l'argent comme quelque chose à multiplier. L'une pense en termes de plaisir immédiat. L'autre pense en termes de liberté future. Et ce n'est pas une question de morale. Ce n'est pas que les riches soient meilleurs ou plus vertueux. C'est simplement qu'ils ont appris à différer la gratification. Ils ont compris que chaque euro dépensé aujourd'hui est un euro qui ne peut pas travailler pour eux demain. Il y a une expérience psychologique célèbre qu'on appelle le test du Marshall, conduit par le chercheur Walter Mischel, à Stanford dans les années 60. Des enfants de 4 ans étaient placés devant un marshmallow et on leur disait « Tu peux le manger maintenant, ou si tu attends 15 minutes, tu en auras 2. » Les chercheurs ont ensuite suivi ces enfants pendant des décennies. Et les enfants qui avaient réussi à attendre, ceux qui avaient démontré cette capacité à différer la gratification, avaient en moyenne de meilleurs résultats scolaires, de meilleures carrières, de meilleures relations et une meilleure santé financière que ceux qui avaient mangé le marshmallow immédiatement. La capacité à résister à la tentation immédiate pour obtenir une récompense plus grande, plus tard, est l'une des compétences les plus précieuses qu'un être humain puisse développer. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence, pas un trait de caractère inné. Une compétence qui s'apprend et se renforce avec la pratique. Alors comment développer cette mentalité? Comment commencer à penser comme quelqu'un qui construit de la richesse plutôt que comme quelqu'un qui la consomme? Ça commence par une décision consciente, délibérée, de traiter l'épargne, non pas comme ce qui reste après les dépenses, mais comme la première dépense obligatoire de ta vie. Voici le principe que j'appelle « se payer en premier ». C'est l'un des concepts les plus simples et les plus puissants dans toute la littérature sur la richesse personnelle. Et pourtant, une écrasante majorité de gens ne l'appliquent pas. Voici comment fonctionne la plupart des gens. Ils reçoivent leur salaire, ils paient leurs factures, ils font leurs courses, ils sortent, ils dépensent sur des plaisirs divers, et à la fin du mois, s'il reste quelque chose, ils se disent peut-être que je vais mettre un peu de côté. Et bien sûr, il ne reste presque jamais rien. Le principe de se payer en premier renverse complètement cette logique. Dès que tu reçois ton salaire, avant de payer quoi que ce soit d'autre, tu transfères automatiquement un pourcentage défini vers un compte d'épargne ou d'investissement. Ce montant est intouchable. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas conditionnel à ce qu'il reste quelque chose à la fin du mois. C'est la première transaction de ta vie financière, pas la dernière. Combien? Voici la règle que je recommande depuis des années. Commence avec 10% de ton revenu net. 10%. Si tu gagnes 2 000 € par mois, c'est 200 €. Si tu gagnes 5 000, c'est 500. Si tu gagnes 1 000, c'est 100 €. Je sais ce que certains pensent en ce moment. Ils pensent, Brian, c'est impossible. J'ai à peine assez pour couvrir mes dépenses essentielles. Je ne peux pas me permettre de mettre 10% de côté. Et je comprends cette réaction. Vraiment. Mais voici ce que j'ai observé des centaines de fois. Quand les gens commencent à mettre de côté 10% de leurs revenus, ils s'adaptent. Leurs dépenses s'ajustent naturellement. Parce que nous avons tous une tendance à dépenser jusqu'à la limite de ce qui est disponible. Si tu as 2 000 € disponibles, tu en dépenseras 2 000. Si tu en as 1 800, tu t'adapteras et tu en dépenseras 1 800. L'argent que tu ne vois pas, tu ne le dépenses pas. C'est aussi simple que ça. Et si vraiment 10% semble insurmontable au début, commence avec 1% ou 2%. L'important n'est pas le montant initial. L'important est de créer l'habitude, de commencer le processus. Parce qu'une fois que l'habitude est installée, tu peux progressivement augmenter le pourcentage. J'ai eu un étudiant, il y a plusieurs années, qui m'avait dit qu'il ne pouvait absolument pas épargner. Il était chauffeur de taxi, gagnait environ 22 000 $ par an, avait 3 enfants et vivait dans une ville chère. Je lui ai demandé de commencer avec 1%, 220 $ par an, moins de 20 $ par mois. Il a accepté un peu sceptique. 3 ans plus tard, il épargnait 15% de son revenu. Il avait accumulé plusieurs milliers de dollars. Et plus important encore, sa relation avec l'argent avait complètement changé.
Il avait commencé à lire sur les finances personnelles. Il avait commencé à chercher des façons d'augmenter ses revenus. Il était devenu quelqu'un qui maîtrisait son argent plutôt que quelqu'un que son argent maîtrisait. La transformation n'avait pas commencé avec une grosse somme. Elle avait commencé avec 20 dollars par mois et une décision. Maintenant, parlons de quelque chose que peu de gens comprennent vraiment, la différence entre les actifs et les passifs. Robert Kiyosaki a popularisé cette distinction dans son livre Père riche, Père pauvre. Et je pense que c'est l'une des leçons financières les plus importantes qui soit. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif est quelque chose qui prend de l'argent dans ta poche. C'est tout. C'est la définition complète. Une action qui verse des dividendes est un actif. Un appartement que tu loues et qui génère un revenu positif est un actif. Une entreprise qui tourne sans ta présence constante est un actif. Une voiture que tu finances avec un crédit est un passif. Un téléphone dernier cri acheté à crédit est un passif. Une grande maison avec une hypothèque massive et des coûts d'entretien élevés peut être un passif, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et voici l'observation qui change tout. Les gens riches passent leur vie à accumuler des actifs. Les gens qui restent pauvres ou dans la classe moyenne passent leur vie à accumuler des passifs, en croyant que ce sont des actifs. La voiture de luxe que tu achètes à crédit ne te rend pas riche. Elle te fait paraître riche tout en te rendant plus pauvre. La montre de luxe, le dernier smartphone, les vêtements de marque, toutes ces choses sont des passifs. Elles consomment ton argent sans jamais en générer. Et je veux être clair, je ne dis pas qu'il ne faut jamais se faire plaisir. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme un moine. Je dis que l'ordre des priorités est crucial. D'abord, construis tes actifs. Ensuite, utilise les revenus de tes actifs pour te payer des plaisirs. C'est la séquence des gens riches. Travailler, épargner, investir dans des actifs, puis utiliser les revenus de ces actifs pour financer leur style de vie. La séquence des gens qui restent pauvres, travailler, dépenser pour paraître riches, s'endetter, travailler encore plus pour rembourser les dettes. Deux séquences, deux destins complètement différents. Voici un concept qui me tient particulièrement à cœur parce que je l'ai vécu personnellement. Le coût de l'ignorance financière. À mes débuts, dans ma vingtaine, je gagnais peu et je dépensais tout. Je n'avais aucune idée de comment fonctionne l'argent. J'ai pris de mauvaises décisions financières. J'ai acheté des choses dont je n'avais pas besoin avec de l'argent que je n'avais pas pour impressionner des gens qui s'en fichaient. C'est une phrase que j'ai entendue quelque part et qui m'a profondément touché parce qu'elle décrivait exactement ce que je faisais. Et le coût de cette ignorance ne se mesure pas seulement en argent perdu. Il se mesure en années perdues, en opportunités manquées, en stress accumulé, en nuits sans sommeil à s'inquiéter des factures. Chaque année où tu ne commences pas à épargner et à investir est une année de croissance composée que tu perds à jamais. Et la croissance composée est ce qu'Albert Einstein aurait, selon la légende, appelé la 8e merveille du monde. Celui qui la comprend la gagne, celui qui ne la comprend pas la paie. Laisse-moi te donner un exemple concret pour illustrer la puissance de la croissance composée. Suppose que tu commences à épargner 200 € par mois à l'âge de 25 ans et que tu investis cet argent dans un portefeuille diversifié qui génère en moyenne 7% de rendement annuel. À 65 ans, tu auras accumulé environ 520 000 €. Plus d'un demi-million avec seulement 200 € par mois. Maintenant, suppose que tu attends jusqu'à 35 ans pour commencer, avec le même montant et le même rendement. À 65 ans, tu auras environ 240 000 €. Toujours une belle somme, mais tu auras perdu près de 280 000 € simplement en attendant 10 ans. Ces 10 années de retard te coûtent 280 000 €, pas parce que tu as dépensé cet argent, mais parce que tu n'as pas laissé le temps faire son travail. C'est ça, le coût de l'ignorance financière. C'est silencieux, c'est invisible, et c'est dévastateur. Parlons maintenant d'un sujet que beaucoup trouvent inconfortable. La dette n'est pas toujours mauvaise. Il existe ce qu'on appelle la bonne dette et la mauvaise dette. La bonne dette est celle qui te permet d'acquérir un actif qui génère plus de revenus que le coût de la dette elle-même. Un prêt pour acheter un bien immobilier locatif, rentable peut être une bonne dette. Un emprunt pour financer une formation qui va doubler tes revenus peut être une bonne dette. Un crédit pour démarrer une entreprise avec un plan solide peut être une bonne dette. La mauvaise dette, c'est celle qui finance la consommation. Les cartes de crédit utilisées pour des achats courants
qu'on ne rembourse pas immédiatement. Les crédits à la consommation pour des vacances, des électroménagers, des vêtements. Les prêts automobiles pour des voitures au-dessus de tes moyens. Et voici le chiffre qui devrait te faire réfléchir. Le taux d'intérêt moyen d'une carte de crédit dans de nombreux pays développés tourne autour de 18 à 22% par an. 22%. Si tu as 1000 euros de dette sur une carte de crédit et que tu ne payes que le minimum chaque mois, tu vas payer des centaines d'euros d'intérêt sur plusieurs années pour rembourser cette dette initiale. Pendant ce temps, les meilleurs investissements à long terme génèrent en moyenne 6 à 8% par an. Donc, chaque euro de mauvaise dette que tu portes te coûte 2 à 3 fois plus que ce que n'importe quel investissement ne peut te rapporter. Éliminer la mauvaise dette est l'un des meilleurs investissements que tu puisses faire. Parce que chaque euro de dette à 20% que tu rembourses, c'est comme obtenir un rendement garanti de 20% sur cet euro. Tu ne trouveras jamais ça sur les marchés financiers avec une garantie similaire. La stratégie que je recommande pour éliminer les dettes est ce qu'on appelle la méthode de la boule de neige, popularisée par Dave Ramsey. Tu listes toutes tes dettes du plus petit au plus grand solde. Tu paies le minimum sur toutes, sauf la plus petite. Sur la plus petite, tu mets tout l'argent supplémentaire que tu peux dégager. Quand cette dette est éliminée, tu prends tout ce que tu payais dessus et tu le reportes sur la suivante. Et ainsi de suite, comme une boule de neige qui grossit en roulant. D'autres préfèrent la méthode de l'avalanche, qui consiste à attaquer d'abord la dette avec le taux d'intérêt le plus élevé. Mathématiquement, c'est plus efficace. Psychologiquement, la méthode boule de neige est souvent plus motivante, parce qu'elle génère des victoires rapides. Choisis celle qui te convient le mieux. Mais choisis-en une, et commence aujourd'hui. Je veux maintenant aborder quelque chose de fondamental, qui touche à la psychologie profonde de notre rapport à l'argent. Les croyances limitantes. Nous avons tous, gravées dans notre subconscient depuis l'enfance, des croyances sur l'argent qui influencent chacune de nos décisions financières. Et pour beaucoup d'entre nous, ces croyances sont des obstacles invisibles qui sabotent nos efforts. Voici quelques-unes des croyances limitantes les plus communes que j'entends lors de mes séminaires. L'argent ne pousse pas dans les arbres. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Les riches sont des gens malhonnêtes. Je ne suis pas fait pour être riche. L'argent ne fait pas le bonheur. Il faut travailler dur toute sa vie pour s'en sortir. Ces phrases, tu les as peut-être entendues des centaines de fois dans ton enfance. Et elles ont formé ta façon de penser à l'argent d'une manière que tu ne réalises peut-être pas. Si au fond de toi tu crois que les riches sont malhonnêtes, tu vas inconsciemment saboter tes propres efforts vers la richesse pour ne pas devenir quelqu'un de malhonnête. Si tu crois que l'argent est la racine de tous les maux, tu vas inconsciemment t'en éloigner pour rester une bonne personne. Ces croyances sont des programmes, et comme tout programme, elles peuvent être réécrites. Comment ? Par la prise de conscience d'abord. Quand tu remarques une pensée négative sur l'argent, nomme-la. Dis-toi, c'est une croyance limitante que j'ai apprise, pas une vérité absolue. Ensuite, remplace-la consciemment par une croyance aidante. L'argent est un outil neutre. Il amplifie ce que tu es déjà. Les gens riches qui sont généreux font plus de bien que les gens pauvres qui veulent l'être. La richesse me permet de prendre soin de ma famille, de contribuer à ma communauté, de vivre selon mes valeurs. Ce travail mental n'est pas superficiel. Il est fondamental, parce que tes actions suivent toujours tes croyances. Tu ne peux pas agir de façon cohérente et durable en contradiction avec ce que tu crois profondément. J'ai travaillé avec une femme entrepreneur qui avait bâti une belle petite entreprise, mais qui n'arrivait jamais à la faire grandir au-delà d'un certain niveau. Chaque fois qu'elle approchait d'un certain seuil de revenus, quelque chose se passait. Une dépense imprévue, une décision étrange, un client perdu. En travaillant ensemble, nous avons découvert qu'elle avait grandi dans une famille où son père répétait constamment « Les gens riches ne sont pas comme nous ». C'était une façon affectueuse de dire que la richesse était pour les autres, pas pour eux. Et cette croyance avait créé un plafond de verre invisible dans son esprit. Quand elle a pris conscience de cette croyance et qu'elle a commencé à la remettre en question, ses résultats ont changé. Pas immédiatement, pas magiquement, mais progressivement, ses décisions ont changé, ses actions ont changé et ses résultats ont changé. Voici un autre principe que j'appelle la loi de la séparation. Et c'est quelque chose que très peu de gens font, mais que presque tous les gens financièrement prospères que j'ai rencontrés pratiquent. L'idée est simple, sépare ton argent en catégories distinctes avec des objectifs précis. Ne mets pas tout dans un seul compte courant
où tout se mélange et où tu perds la vision de ce que tu as et de ce que tu dépenses. Voici une structure de base que je recommande. Un compte courant pour les dépenses quotidiennes. C'est l'argent avec lequel tu paies tes factures, tes courses, tes transports. C'est ton argent opérationnel. Un compte d'épargne d'urgence. C'est ton filet de sécurité. L'objectif est d'y accumuler l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Cet argent ne se touche que pour de vraies urgences, perte d'emploi, maladie, réparation urgente. Pas pour des vacances, pas pour un nouveau téléphone. Un compte d'investissement à long terme. C'est là que tu construis ta richesse future. Actions, fonds indiciels, immobilier, peu importe l'outil que tu choisiras. Mais cet argent est destiné à travailler pour toi sur le long terme. Et éventuellement, un compte pour les projets et les plaisirs. Les vacances, les achats importants que tu planifies. Cela te permet de te faire plaisir, sans culpabilité et sans perturber les autres catégories. Cette séparation crée de la clarté. Elle te permet de voir exactement où tu en es dans chaque dimension de ta vie financière. Et la clarté est un précurseur indispensable de la bonne décision. Quand tout est mélangé dans un seul compte, tu vis dans le flou. Et dans le flou, les mauvaises décisions prolifèrent. Tu te dis, il me reste 1 000 €, je peux me permettre ça. Mais tu oublies que dans ces 1 000 €, il y a le loyer du mois prochain, l'assurance et la provision pour la voiture. La séparation te force à regarder la réalité en face. Et regarder la réalité en face, même quand c'est inconfortable, est le premier pas vers le changement. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le budget conscient, parce que le mot budget fait peur à beaucoup de gens. Ça évoque des restrictions, des sacrifices, une vie terne et comptée. Mais un budget bien conçu, c'est exactement le contraire. C'est un plan de liberté. Un budget ne te dit pas que tu ne peux pas te faire plaisir. Il te dit comment te faire plaisir de façon durable, sans te retrouver dans la détresse financière à la fin du mois. Voici une approche simple que j'appelle la règle 50-30-20. 50% de ton revenu net va aux besoins essentiels. Logement, nourriture, transport, facture d'énergie, assurance. Ce sont les dépenses incompressibles, celles que tu dois absolument honorer. 30% va au désir. Sorties, restaurants, loisirs, vêtements non essentiels, abonnements de divertissement. C'est l'argent qui rend la vie agréable. 20% va à l'épargne et au remboursement des dettes. Et dans ce 20%, se payer en premier est la priorité absolue. Si tes besoins essentiels dépassent 50%, tu as un signal d'alarme. Soit tes revenus sont trop bas par rapport à ton niveau de vie, soit tu as pris des engagements financiers trop lourds. Et dans les deux cas, il faut agir. La règle 50-30-20 n'est pas parfaite pour tout le monde. Certains dans des villes très chères devront peut-être ajuster à 60-20-20. D'autres, plus ambitieux dans leur objectif d'accumulation, préféreront 50-20-30 en inversant les priorités. L'important est d'avoir un cadre, une structure consciente pour tes dépenses. Parce que sans structure, tu navigues à l'aveugle. Et naviguer à l'aveugle dans les finances personnelles, c'est comme conduire les yeux fermés. Tu peux t'en sortir un moment par chance, mais tôt ou tard, tu vas te retrouver dans le fossé. Je veux maintenant parler d'un sujet qui est peut-être le plus important de toute cette conversation. L'augmentation de tes revenus. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici sur l'épargne, la réduction des dépenses, l'élimination des dettes, c'est essentiel. Mais il y a une limite mathématique à combien tu peux économiser. Tu ne peux pas économiser plus que ce que tu gagnes. En revanche, il n'y a pas de plafond théorique à ce que tu peux gagner. Et c'est là que beaucoup de gens, dans la communauté des finances personnelles, font une erreur. Ils se concentrent exclusivement sur la réduction des dépenses, ce qui peut mener à une mentalité de pénurie, une mentalité où tu vois l'argent comme quelque chose de rare et de précieux qu'il faut protéger à tout prix. La mentalité de richesse, c'est une mentalité d'abondance. Ce n'est pas seulement comment conserver ce que j'ai, mais comment en créer davantage. Alors comment augmenter tes revenus? La première voie est de devenir plus précieux dans ton travail actuel. C'est ce que j'appelle travailler sur toi-même. Chaque compétence supplémentaire que tu acquiers, chaque connaissance que tu développes, chaque problème que tu apprends à résoudre, augmente ta valeur sur le marché. Et la valeur sur le marché se traduit en revenus. Il y a une loi économique fondamentale. Tu seras toujours payé en proportion de la valeur que tu crées pour les autres. Si tu veux gagner plus, crée plus de valeur. C'est aussi simple et aussi exigeant que ça. Voici une question que je pose souvent lors de mes séminaires.
Si ton employeur devait te remplacer demain, combien de temps lui faudrait-il pour trouver quelqu'un qui peut faire exactement ce que tu fais? Si la réponse est quelques semaines, tu n'es pas encore suffisamment précieux. Si la réponse est plusieurs mois, voire impossible, tu as une position de force. La deuxième voie est de développer des sources de revenus supplémentaires. Je ne parle pas nécessairement de créer une entreprise du jour au lendemain. Je parle de commencer petit. Un service que tu peux offrir le week-end, une compétence que tu peux monétiser en dehors de tes heures de travail, un projet digital, un investissement locatif quand tu auras accumulé suffisamment d'épargne. Les millionnaires que j'ai étudiés ont en moyenne 7 sources de revenus différentes. 7, pas une, pas deux, 7. Certaines sont actives, elles requièrent leur temps et leur énergie. D'autres sont passives, elles génèrent de l'argent pendant qu'ils dorment. Construire une deuxième source de revenus, même modeste, change profondément ta psychologie. Ça te donne un sentiment de sécurité que tu ne peux pas obtenir avec un seul salaire. Ça te libère de la dépendance totale envers un seul employeur. Et ça ouvre des possibilités que tu ne pouvais pas envisager avant. Voici une réflexion qui m'a été soufflée par un mentor que j'ai eu dans ma jeunesse. Un homme d'affaires qui avait construit une petite fortune à partir de rien. Il m'a dit un jour, Brian, la différence entre les gens riches et les gens pauvres, c'est pas l'intelligence. C'est pas la chance. C'est ce qu'ils font de leurs heures libres. Cette phrase m'a marqué pour la vie. Les gens qui restent dans la même situation financière, année après année, utilisent leurs heures libres pour se détendre, pour se divertir, pour consommer. Ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Après une longue journée de travail, le cerveau cherche naturellement le repos. Mais les gens qui transforment leur situation financière utilisent une partie de leurs heures libres pour apprendre, pour développer des compétences, pour travailler sur leurs projets secondaires, pour lire des livres sur les finances, l'entrepreneuriat, l'investissement, pour écouter des podcasts instructifs pendant leur trajet, pour suivre des formations en ligne. Warren Buffett a dit qu'il passe environ 80% de sa journée à lire et à réfléchir. Elon Musk a dit avoir lu 2 livres par jour dans son enfance. Bill Gates prend régulièrement des semaines entières qu'il appelle ses semaines de réflexion où il ne fait que lire et penser. Je ne dis pas que tu dois consacrer toute ta vie au travail. L'équilibre est important, mais je suggère que si tu veux des résultats différents, tu dois faire des choses différentes et commencer par investir régulièrement dans ton éducation financière et personnelle et peut-être le retour sur investissement le plus élevé qui existe. Un livre à 20 € qui t'apprend un principe financier que tu appliques pendant 30 ans peut valoir des centaines de milliers d'euros. Un cours à 500 € qui te donne une compétence monnayable peut changer le cours de ta carrière. L'éducation n'est pas une dépense. C'est l'investissement avec le meilleur rendement possible. Parlons maintenant d'investissement. Parce que l'épargne seule ne suffit pas. L'épargne te protège. L'investissement te fait croître. Et je vais te donner ici les principes fondamentaux, sans rentrer dans des détails techniques complexes. Parce que mon objectif n'est pas de te transformer en analyste financier. Mon objectif est de te donner les bases pour prendre des décisions intelligentes. Principe numéro 1, commence tôt. Nous en avons parlé avec la croissance composée. Chaque année que tu attends est une année de croissance perdue. Principe numéro 2, sois régulier. Investir régulièrement de petites sommes, ce qu'on appelle l'investissement programmé ou dollar cost averaging, est plus efficace que d'attendre d'avoir une grosse somme pour investir. Parce que tu ne peux pas prédire le marché. Personne ne le peut. Mais en investissant régulièrement, tu achètes à différents prix et tu lises les risques de marché sur le temps. Principe numéro 3. Diversifie. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est un cliché, parce que c'est profondément vrai. Un portefeuille diversifié entre différentes classes d'actifs, différentes zones géographiques, différents secteurs, réduit le risque sans nécessairement réduire le rendement. Principe numéro 4, pense long terme. Les marchés financiers fluctuent. Il y aura des crises, il y aura des baisses. Ceux qui paniquent et vendent quand les marchés baissent cristallisent leurs pertes et manquent le rebond. Ceux qui restent investis à travers les cycles finissent toujours par gagner sur le long terme. Historiquement, les marchés actions ont toujours récupéré et atteint de nouveaux sommets après chaque crise. Principe numéro 5. Minimise les frais. Les frais de gestion peuvent sembler petits, 1%, 2% par an. Mais sur 20 ou 30 ans, ces frais peuvent représenter des dizaines de milliers d'euros de rendement perdu. Les fonds indiciels à faible coût
Ce qu'on appelle les ETF sont souvent le meilleur choix pour l'investisseur individuel qui ne veut pas passer sa vie à analyser des actions. Principe numéro 6. Ne spécule pas avec de l'argent que tu ne peux pas te permettre de perdre. Les crypto-monnaies, les actions individuelles, les investissements alternatifs peuvent offrir des rendements élevés, mais ils comportent des risques élevés. Ces investissements ne doivent représenter qu'une petite partie de ton portefeuille, jamais la totalité. Et principe numéro 7, peut-être le plus important, éduque-toi avant d'investir. Ne confie pas ton argent à quelqu'un dont tu ne comprends pas la stratégie. Si tu ne peux pas expliquer simplement comment fonctionne un investissement, ne l'achète pas. C'est une règle que Warren Buffett applique lui-même. Il appelle ça son cercle de compétences. Il n'investit que dans ce qu'il comprend. Voici quelque chose dont on parle rarement dans les discussions sur la richesse personnelle, l'environnement social. Jim Rohn, l'un de mes mentors et l'un des plus grands penseurs en développement personnel du XXe siècle, avait une formule que j'ai citée des milliers de fois. Tu es la moyenne des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Tes revenus, tes habitudes, tes croyances, tes ambitions, tout cela est profondément influencé par ton environnement social. Si tu passes la majorité de ton temps avec des gens qui se plaignent de l'argent, qui ne font pas de plan financier, qui dépensent impulsivement et qui voient les riches avec méfiance, tu vas absorber ces attitudes. Même si tu ne le veux pas, même si tu en es conscient. En revanche, si tu commences à fréquenter des gens qui parlent d'investissement, qui lisent des livres sur la finance, qui ont des ambitions et des plans, qui voient les défis comme des opportunités, tu vas naturellement absorber ces attitudes aussi. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie sociale. Nous sommes des animaux sociaux, nous nous conformons aux normes de notre groupe. Nous adoptons les comportements de ceux qui nous entourent. C'est une tendance profondément enracinée dans notre évolution. Alors je te pose cette question sincèrement. Les 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps te tirent-elles vers le haut ou vers le bas? Leurs conversations t'inspirent-elles ou te découragent-elles? Leurs habitudes financières sont-elles celles que tu veux imiter? Je ne dis pas de couper les ponts avec tes amis ou ta famille. Je dis d'être intentionnel dans la construction de ton cercle. Cherche des mentors, même à travers les livres et les vidéos. Rejoins des groupes de personnes partageant les mêmes aspirations. Assiste à des séminaires et des conférences. Crée des connexions avec des gens qui ont déjà accompli ce que tu veux accomplir. L'environnement est peut-être le facteur le plus sous-estimé dans la réussite financière. Et c'est aussi l'un des plus faciles à modifier, si tu en as la volonté. Je veux maintenant parler d'une habitude qui a transformé ma vie financière et celle de milliers de personnes que j'ai accompagnées. Tenir un journal financier. Chaque soir, ou au moins une fois par semaine, prends 10 minutes pour noter tes dépenses, tes revenus, tes progrès vers tes objectifs d'épargne et d'investissement. Ce n'est pas une corvée administrative. C'est un acte de conscience. Ce que tu mesures, tu le gères. Ce que tu ignores, tu le subis. La plupart des gens n'ont aucune idée précise de ce qu'ils dépensent chaque mois dans les différentes catégories. Ils ont une vague impression. Et cette vague impression est presque toujours optimiste. Les gens sous-estimant systématiquement leurs dépenses discrétionnaires. Quand tu commences à noter chaque dépense, même les petites, le café du matin, l'achat impulsif sur Internet, le repas au restaurant, tu prends conscience de schémas que tu n'avais pas vus. Et cette conscience est le premier pas vers le changement. J'ai eu un participant à un séminaire qui était convaincu de dépenser environ 200 € par mois en sorties et restaurants. Quand il a commencé à tout noter pendant un mois, il a découvert que c'était en réalité 600 €. 3 fois plus que ce qu'il croyait. Et cette prise de conscience lui a permis de faire des choix conscients plutôt que des dépenses automatiques. Le journal financier est aussi un outil de motivation. Quand tu vois tes économies croître mois après mois, quand tu vois ta dette diminuer progressivement, quand tu vois tes investissements prendre de la valeur sur le long terme, ça nourrit ta motivation à continuer. Les progrès, même petits, sont puissamment motivants quand tu les rends visibles. Voici maintenant un principe que j'appelle la règle des 24 heures. Et c'est une règle simple qui peut te faire économiser des sommes considérables sur une vie. La règle est la suivante. Pour tout achat non essentiel au-dessus d'un certain montant, disons 100 €, attends 24 heures avant de l'effectuer. Pourquoi? Parce que la grande majorité des achats impulsifs sont motivés par une émotion temporaire. L'excitation de voir quelque chose de nouveau, le sentiment de manque créé par une publicité habile, l'envie de te récompenser après une journée difficile. Ces émotions sont réelles, mais elles sont éphémères.
Après 24 heures, dans la plupart des cas, l'envie a diminué. Tu te retrouves à te demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça va vraiment améliorer ma vie? Ou est-ce que c'était juste une impulsion du moment? Parfois, la réponse est oui. Tu as vraiment besoin ou tu veux vraiment cet objet. Et tu l'achètes avec la conscience que c'est un choix délibéré. Mais souvent, la réponse est non, et tu as évité une dépense inutile. Les entreprises de marketing et de publicité investissent des milliards pour déclencher des achats impulsifs. Ils connaissent la psychologie humaine mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. La règle des 24 heures est ta défense contre ces techniques de manipulation. Parlons de quelque chose d'essentiel et souvent négligé. L'assurance et la protection financière. Construire de la richesse prend des années. La perdre peut prendre des semaines. Une maladie grave, un accident, un incendie, une perte d'emploi prolongée, tous ces événements peuvent effacer des années d'efforts financiers. Si tu n'es pas protégé, l'assurance est un outil de gestion du risque. Ce n'est pas une dépense. C'est le coût de la protection de tout ce que tu construis. Les assurances essentielles à considérer. L'assurance santé, si elle n'est pas couverte par ton employeur ou ton système public. L'assurance invalidité, qui protège tes revenus si tu ne peux plus travailler. L'assurance vie, si des personnes dépendent financièrement de toi. Et l'assurance habitation pour protéger ton logement et tes biens. Je ne vais pas entrer dans les détails de chaque produit, car il varie selon les pays et les situations personnelles. Mais le principe est clair. Avant d'investir agressivement, assure-toi d'avoir les protections de base en place, parce qu'un seul événement, non couvert, peut te renvoyer à zéro. Un fonds d'urgence et des assurances adéquates sont les fondations sur lesquelles tout le reste se construit. Sans ces fondations, ta construction financière reste fragile, aussi belle qu'elle puisse paraître de l'extérieur. Je veux maintenant aborder un sujet qui me tient à cœur, la relation entre le bonheur et l'argent. Il existe une croyance très répandue qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et dans un sens très précis, c'est vrai. L'argent seul ne génère pas le bonheur. Des études montrent que passer un certain seuil de revenus, qui couvre confortablement les besoins essentiels et permet quelques plaisirs, l'augmentation des revenus n'augmente pas significativement le bonheur. Mais voici ce que ces mêmes études montrent aussi. Le manque d'argent est une source majeure de stress, d'anxiété et de malheur. Les problèmes financiers sont l'une des principales causes de divorce, de dépression, de problèmes de santé. Donc, la vérité est plus nuancée que le cliché. L'argent ne fait pas le bonheur, mais son absence peut causer beaucoup de souffrance. Et avoir suffisamment d'argent, avoir une sécurité financière, te libère pour te concentrer sur ce qui fait vraiment le bonheur. Les relations, la santé, le sens, la contribution. La liberté financière n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Un moyen d'avoir le choix de comment tu passes ton temps, le choix de comment tu contribues au monde, le choix de prendre soin de ta famille, le choix de vivre selon tes valeurs plutôt qu'en fonction de tes dettes. C'est pour ça que je parle d'indépendance financière plutôt que de richesse. L'indépendance financière signifie que tu as assez d'actifs et de revenus passifs pour couvrir tes dépenses sans avoir à travailler. Tu peux choisir de travailler, mais tu n'y es pas obligé. Et cette liberté de choix est l'une des plus précieuses qui soit. Voici quelque chose que j'observe régulièrement et que je veux nommer clairement. La comparaison sociale est l'ennemi de la liberté financière. Nous vivons dans une époque où les réseaux sociaux nous exposent en permanence aux highlights de la vie des autres. Les vacances de luxe, les nouvelles voitures, les restaurants gastronomiques, les maisons magnifiques. Et naturellement, nous nous comparons et nous voulons la même chose, immédiatement. Ce phénomène, que les économistes appellent la consommation ostentatoire ou ce que le sociologue Thorstein Veblen appelait la consommation visible, est profondément destructeur pour nos finances. Parce qu'il nous pousse à dépenser pour paraître plutôt que pour être. Voici une vérité que tu dois intégrer profondément. La plupart des gens qui affichent un style de vie luxueux sont endettés. La belle voiture est financée. La grande maison est hypothéquée jusqu'au cou. Les vacances ont été payées avec une carte de crédit. Ce que tu vois n'est pas de la richesse, c'est souvent de l'endettement déguisé en réussite. Les vrais riches, ceux qui ont construit une vraie fortune, sont souvent remarquablement discrets. Thomas Stanley et William Danko ont passé des années à étudier les millionnaires américains pour leur livre « The Millionaire Next Door ». Et ce qu'ils ont découvert a surpris beaucoup de gens. La grande majorité des millionnaires vivent dans des maisons modestes, conduisent des voitures ordinaires,
s'habillent simplement. Ils ont construit leur richesse précisément parce qu'ils n'ont pas gaspillé leur argent à paraître riches. La richesse réelle est souvent invisible. La pauvreté réelle est souvent bien habillée. Alors la prochaine fois que tu te sens attiré par un achat pour impressionner les autres ou pour te sentir à la hauteur de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, pose-toi cette question. Est-ce que j'achète ça parce que ça va vraiment améliorer ma vie ou est-ce que j'achète ça pour l'image que ça projette? Ce n'est pas que les belles choses soient mauvaises, c'est que les acheter pour les mauvaises raisons, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qui s'en fichent, est l'une des façons les plus sûres de rester pauvre. Voici maintenant quelque chose de profond sur la nature des habitudes financières. Parce que tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici, l'épargne automatique, le budget conscient, l'investissement régulier, l'évitement des dettes mauvaises, tout cela doit devenir des habitudes pour être vraiment efficace. Une décision ponctuelle ne change pas ta vie. Une habitude quotidienne change ta vie. Charles Duhigg, dans son livre Le pouvoir des habitudes, explique que toute habitude fonctionne selon une boucle de 3 éléments: le déclencheur, la routine et la récompense. Le déclencheur est le signal qui active l'habitude. La routine est le comportement lui-même. La récompense est ce que ton cerveau obtient de ce comportement. Pour créer de bonnes habitudes financières, tu dois concevoir cette boucle consciemment. Prenons l'exemple de l'épargne automatique. Le déclencheur est le jour de réception de ton salaire. La routine est le virement automatique vers ton compte d'épargne. La récompense est le sentiment de sécurité et de progrès que tu ressens en voyant ton épargne croître. Au début, cette boucle doit être activée consciemment. Tu dois te rappeler de faire le virement. Tu dois résister à l'envie de garder cet argent disponible. Mais avec le temps, si tu le fais de façon cohérente, ça devient automatique. Ça devient une habitude. Et une habitude ne demande plus d'effort de volonté. C'est là que réside la vraie puissance des habitudes financières. Elles fonctionnent même quand tu es fatigué, même quand tu es stressé, même quand tu n'as pas envie, parce qu'elles sont devenues automatiques. Et voici quelque chose d'important à comprendre sur la création d'habitudes. La clé n'est pas la motivation. La motivation est une émotion, et les émotions fluctuent. Crée des systèmes qui rendent le bon comportement facile et le mauvais comportement difficile. Mettre en place un virement automatique le jour du salaire rend l'épargne facile et automatique. Supprimer les applications de shopping de ton téléphone rend les achats impulsifs plus difficiles. Couper les notifications des promotions en ligne rend la tentation moins présente. Tu n'as pas besoin d'une volonté de faire. Tu as besoin de systèmes intelligents. Voici une réflexion sur le temps que je partage souvent en fin de séminaire parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental. L'argent que tu perds, tu peux le regagner. Le temps que tu perds, il est parti pour toujours. Et dans la construction de la richesse, le temps est ton allié le plus précieux. Mais seulement si tu commences tôt. Il y a une formule que j'utilise souvent. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Peu importe où tu en es aujourd'hui. Peu importe ton âge, ton niveau de revenu, tes erreurs passées. Le passé ne peut pas être changé. Mais chaque décision que tu prends, à partir d'aujourd'hui, peut changer ton futur. J'ai rencontré des gens qui ont commencé à construire leur indépendance financière à 40, 50 ans. Ils n'ont peut-être pas le même horizon de temps qu'un jeune de 25 ans, mais ils peuvent quand même transformer radicalement leur situation en 10 ou 15 ans d'application disciplinée des principes dont nous avons parlé. Et j'ai rencontré des jeunes de 25 ans qui attendent d'avoir plus d'argent, plus de temps, plus de certitude pour commencer, et qui gaspillent leurs années les plus précieuses. Celle où la croissance composée peut faire le plus de travail pour eux. Ne sois pas cette personne qui attend le moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Le moment disponible est maintenant. Je veux te parler d'un concept que j'appelle le coût d'opportunité. C'est un terme économique, mais son application dans la vie quotidienne est immensément pratique. Le coût d'opportunité, c'est ce à quoi tu renonces quand tu fais un choix. Chaque euro dépensé aujourd'hui est un euro qui ne peut pas être investi. Chaque heure passée à regarder des séries est une heure qui ne peut pas être consacrée à développer une compétence ou à travailler sur un projet. Ce n'est pas pour dire que regarder des séries est mal. C'est pour dire que chaque choix a un coût et que ce coût est souvent invisible. Voici un exemple concret. Tu achètes un café au distributeur chaque matin au travail, ça te coûte 2 euros. Ce n'est rien, tu te dis, 2 euros par jour, c'est 14 euros par semaine, 50 euros par mois, 600 euros par an.
Sur 20 ans, si tu avais investi ces 600 euros annuels à 7% de rendement, tu aurais accumulé environ 26 000 euros. 26 000 euros pour un café quotidien. C'est le coût d'opportunité. Encore une fois, je ne dis pas de ne jamais boire de café. Je dis d'être conscient que chaque petite dépense a un coût d'opportunité et que cette conscience peut t'aider à faire des choix plus alignés avec tes véritables priorités. Voici maintenant quelque chose que j'appelle le plan des 4 étapes. C'est un résumé pratique de tout ce que nous avons discuté, structuré de façon à ce que tu puisses commencer à l'appliquer dès aujourd'hui. Étape 1, évalue ta situation actuelle. Prends le temps, cette semaine, de faire un bilan financier honnête. Quels sont tes revenus? Quelles sont tes dépenses? Quels sont tes actifs? Tu ne peux pas naviguer sans savoir où tu es. Étape 2. Crée ton système d'épargne automatique. Décide du pourcentage que tu vas mettre de côté. Commence avec 10% si tu le peux, moins si c'est trop difficile au début. Mets en place un virement automatique pour le jour de ton salaire. Crée un compte d'épargne séparé et ne touche pas à cet argent. Étape 3. Établis un plan pour tes dettes. Si tu as des mauvaises dettes, crée un plan pour les éliminer méthodiquement. Utilise la méthode boule de neige ou avalanche, mais commence. Chaque euro de dette remboursé est un euro libéré pour construire ta richesse. Étape 4. Commence à investir. Même avec de petites sommes. Un fonds indiciel accessible avec 50 euros par mois, c'est un début. L'important est de commencer, de comprendre ce que tu fais et d'augmenter progressivement tes contributions à mesure que tes revenus et ton épargne croissent. Et en parallèle de ces 4 étapes, travaille constamment sur 2 choses, ta mentalité et tes revenus. Lis, écoute, apprends. Cherche des façons d'augmenter ta valeur sur le marché. Développe des sources de revenus supplémentaires. Entoure-toi de personnes qui ont les résultats que tu veux obtenir. Ce plan n'est pas compliqué. Il n'est pas sexy. Il ne promet pas de richesse rapide. Mais appliqué avec constance sur plusieurs années, il transforme des situations financières ordinaires en situations extraordinaires. Avant de conclure, je veux parler d'une dernière chose qui est peut-être la plus importante de toutes, le pourquoi. Pourquoi veux-tu être financièrement libre? Pourquoi veux-tu épargner et investir? Pourquoi es-tu prêt à différer certains plaisirs aujourd'hui pour une liberté plus grande demain? Si ton pourquoi n'est pas clair et profondément personnel, tu ne tiendras pas dans les moments difficiles. Parce qu'il y aura des moments difficiles. Il y aura des mois où tes investissements perdront de la valeur. Il y aura des moments où tu seras tenté de dépenser ton épargne pour quelque chose qui te semble urgent. Il y aura des moments où la discipline semblera trop difficile et les plaisirs immédiats trop attractifs. Dans ces moments, seul un pourquoi fort peut te maintenir sur la trajectoire. Pour certains, le pourquoi c'est la famille. Offrir à leurs enfants des opportunités qu'ils n'ont pas eux. Pouvoir prendre soin de leurs parents vieillissants. Laisser un héritage. Pour d'autres, c'est la liberté. Ne plus être obligé de faire un travail qu'ils n'aiment pas. Pouvoir voyager. Pouvoir choisir comment ils passent leur journée. Pour d'autres encore, c'est la contribution. Avoir les moyens de donner, de soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, de créer des emplois, de bâtir quelque chose qui dure. Quel que soit ton pourquoi, il doit être assez puissant pour te tirer du lit le matin, pour te motiver à faire les choix difficiles, pour te rappeler pourquoi tu fais ce que tu fais quand la tentation de la facilité se présente. Prends le temps de définir ton pourquoi. Écris-le, lis-le régulièrement. Laisse-le guider tes décisions financières. Voici ce que j'ai appris après des décennies à étudier la richesse et à accompagner des gens vers l'indépendance financière. La liberté financière n'est pas un état qui arrive un jour comme par magie. C'est le résultat cumulatif de milliers de petites décisions prises correctement, jour après jour, mois après mois, année après année. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas excitant. C'est discipliné, cohérent et profondément satisfaisant pour ceux qui ont la patience de laisser le processus se dérouler. La personne que tu veux être dans 10 ans se construit dans les décisions que tu prends aujourd'hui. L'épargne que tu mets de côté ce mois-ci. La dette que tu rembourses cette semaine. Le livre que tu lis ce soir. La formation que tu suis ce week-end. Le virement automatique que tu mets en place demain matin. Chacun de ces actes, pris isolément, semble insignifiant. Mais accumulé sur le temps, il crée une transformation profonde et durable. J'ai commencé ma vie adulte sans argent, sans diplôme, sans réseau. J'ai travaillé dans des emplois difficiles. J'ai fait des erreurs financières. J'ai parfois désespéré de jamais m'en sortir. Et puis, progressivement, en apprenant, en appliquant, en persistant, les choses ont changé.
pas du jour au lendemain, mais avec une certitude croissante, une confiance qui se construisait à mesure que je voyais les résultats de ma discipline. Et ce qui est vrai pour moi est vrai pour toi. Quelle que soit ta situation actuelle, quel que soit ton point de départ, les principes dont nous avons parlé aujourd'hui fonctionnent. Ils ont fonctionné pour des millions de personnes avant toi. Ils fonctionneront pour toi si tu les appliques. La seule question est, vas-tu commencer? Pas demain, pas quand tu auras plus d'argent, pas quand les conditions seront parfaites. Aujourd'hui, maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Parce que la richesse ne commence pas dans ton compte en banque, elle commence dans ta décision, dans ta conviction que tu mérites mieux, dans ta volonté de faire les choses différemment, dans ta capacité à voir au-delà du plaisir immédiat vers la liberté future. Tu as tout ce qu'il faut pour commencer. La connaissance, tu l'as maintenant. La décision, elle t'appartient. Fais-la.